C'est une frontière au milieu d'un village, une frontière entre l'Est et l'Ouest. Un nouveau mur né sur les décombres de l'URSS, un rideau de fer entre l'Europe et un pays resté soviétique, la République de Biélorussie. 2 fois par an, les portes vers l'Europe s'ouvrent pour quelques heures. Dès l'aube, les habitants se rassemblent. L'attente a duré 1 an, parfois plus, pour avoir le laissez-passer de l'autre côté de la frontière. Un visa de sortie d'une journée. En 2004, le village de Pitskouni a été coupé en 2. Les maisons sont restées à l'est et le cimetière s'est retrouvé en Lituanie, côté européen. Уже как враги народа получается. Зенек, я скажу более коротко. Просто-напросто мы одной ногой в средневековье шагаем. Мы были одна семья. Но когда Союз распался, республики захотели самостоятельности. Они думали, что будут жить богато. Только для себя, все для себя. Ну, стали ставить границы, стали ненавидеть друг друга. Ненависть – самое страшное дело, самое страшное. Un village à l'image du nouveau grand jeu qui se dessine entre l'Europe et la Russie. D'un côté des barbelés, les pays baltes et la Pologne, qui après la fin de l'URSS ont rejoint l'OTAN. De l'autre, la Biélorussie, devenue l'avant-poste de Moscou, dernier rempart stratégique du Kremlin pour préserver sa sphère d'influence. Au milieu, des habitants pris en otage des nouvelles frontières. Не могли даже такого и во снах и допустить такой мысли глупой, что мы когда-то будем врозь. Неимоверно. Когда мы увидимся, помогайте нам. Все просят вашей помощи, вашей подсказки. Направляйте нас на правильный путь. En Biélorussie, le temps semble s'être figé, comme si le pays n'avait jamais quitté le destin de l'homme rouge. Alexandre Loukachenko, un ancien chef de kolkhoz devenu petit père des peuples, règne sans partage depuis le 10 décembre 1994. Le président omnipotent, véritable ubu-roi, joue sur la fibre nationale et décline sans fin l'idée du complot occidental. Un thème plus sensible que jamais, dans un pays qui vit sous le regard insistant de Moscou et dans la crainte d'une guerre civile, comme celle que connaît son voisin ukrainien depuis 2014. Угрозам подвергается и наша Беларусь. У наших границ
накапливаются военные арсеналы. Буквально по соседству в бывших советских республиках размещаются военные базы, проводятся боевые учения и маневры. С помощью нашей внутренней пятой колонны предпринимаются попытки дестабилизировать обстановку внутри страны. Поэтому особую значимость приобретают бдительность и обеспечение безопасности государства. Le peuple uni célèbre la victoire éternelle contre les agresseurs et fait front contre ceux qui sont désignés comme les ennemis de la nation, ceux qui osent douter, résister, contredire la voix du maître. Au Soviétistan, les ennemis de l'intérieur restent les cibles privilégiées du régime. La vie des familles de ceux qui sont sur les listes des traîtres à la patrie y est toujours en suspens. Ce n'est pas de la peur. C'est l'acceptation de celle-ci. Tu apprends à vivre avec. Tu apprends à te dire que tu auras peur quand cela arrivera. Il faut prendre cela au sérieux, mais essayer de ne pas réagir avec trop d'émotion, car sinon la peur et le pouvoir gagnent. À chaque fois, après un certain temps, la répression recommence. Il n'y a aucun répit. Et aucun sentiment de sécurité. Vivre avec la peur. Ales Bialiatski, éternel défenseur des droits de l'homme, a passé 3 ans dans les prisons du régime d'Alexandre Loukachenko. Il sait qu'à tout moment, il peut être arrêté de nouveau. L'appartement d'Alès et Natacha garde la mémoire des jours sombres, des jours d'enfermement, mais aussi ces milliers de lettres du monde entier reçues en captivité. Et puis ce souvenir unique de la liberté retrouvée. J'étais dans le bus en route pour la datcha. Mon téléphone sonne et là j'entends une voix qui me dit « Allô Natacha, n'aie pas peur, c'est Alès ». J'ai dit « Qui ?» Non, en fait tu m'as dit « Quelle Alès ?» Quand je t'ai dit « N'aie pas peur, c'est Alès », elle m'a répondu « Quelle Alès ?» J'appelais toujours à des heures fixes. Ces coups de fil étaient à des heures précises, mais là, ça sortait de nulle part. J'entendais sa voix, il me disait « c'est Alès », mais je n'arrivais pas à réaliser que c'était vraiment lui. Sur Facebook, tout le monde avait eu l'information de sa libération. Quand je suis arrivée à la gare, il y avait une foule immense. Mais jusqu'au dernier moment, je n'osais pas y croire. C'était un jour incroyable.
Et voilà, c'était mon premier jour de liberté. Une nouvelle vie, une nouvelle étape de ma vie. Ales Bialiatski, un symbole dans son pays et à travers le monde. Souvent comparé à Andrei Sakharov, son emprisonnement a suscité une vague de soutien sans précédent. Vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, il est devenu le prisonnier politique incarnant la fuite en avant sécuritaire d'Alexandre Loukachenko. Pour moi, la liberté, ce n'est pas juste un mot. C'est un état fondamental de ma vie. Mais en me battant pour la liberté, j'ai perdu cette liberté. Étant donné le degré de peur qui a été diffusé dans la société, le pouvoir n'a pas besoin d'emprisonner des centaines ou des milliers de personnes pour des raisons politiques. Il suffit juste d'en détenir 6 et de les traiter très durement. C'est un signal envoyé à la société civile, à tous les activistes pour leur dire « Faites attention, si vous vous montrez trop actif, si vous parlez trop fort, chacun d'entre vous peut subir le sort de ceux qui sont en prison aujourd'hui. » Ну вот, да. Да, точно, вот там башня, это она стоит уже за, как бы, на границе колонии. А он, кстати, зэки там. Вон зэки. Смотрите, вон. На крыше. На крыше. В одежде такой специальной, в робах. Вот тут я находился в этой колонии, тут 2 года моей жизни прошло за этим забором. Условия были невеселые, скажем так. И иногда из этих домов, когда происходили какие-то там праздники, пускали японские фонарики. И ночью это было особенно красиво. Ночью они летели над зоной, такие как бы фонарики, и которые полетели дальше туда. Мы так смотрим, вот, свободы фонарики запустили. Лукашенко уже более 20 лет находится у власти. Для меня это Loukachenko est au pouvoir depuis plus de 20 ans. C'est assez compréhensible. Une partie de la société biélorusse a été éduquée dans un État totalitaire. Ils se souviennent encore de Staline. Pour eux, des notions comme la liberté ou les droits de l'homme ne veulent rien dire. Ce qui leur importe, c'est l'ordre, le contrôle. C'est la répression de tous ceux qui sortent du rang dans cette terrible prison qui a été édifiée dans le cadre de l'État totalitaire stalinien. Ces gens-là soutiennent Loukachenko par idéologie. C'est leur leader. Lui,
Il joue de ce souvenir de l'URSS, de l'idéologie qui a été inculquée aux Biélorusses pendant leur scolarité. Ils sont ses adeptes. À leurs yeux, Loukachenko, c'est Dieu. Давайте на этом закончим. Закончим. Больше безглуздой демократии, бестолковой демократии в стране не будет. То, что я не диктатор, это 100% так, потому что это противоречит моей вообще сущности. Я свободу человека ценю превыше всего. Alexandre Grigorievitch Loukachenko veille à l'avenir radieux de son peuple. Il s'affiche à tous les défilés militaires avec son fils Kolia, qui depuis ses 7 ans le suit dans tous ses déplacements. À l'étranger, chez les pays frères, et même à l'Assemblée générale de l'ONU, où Kolia prend la place d'un ministre dans la délégation officielle. Здесь, на западных рубежах нашего некогда общего, я и сейчас считаю, отечества, мы всегда были и будем надежной опорой россиянам, русским людям. Depuis son arrivée au pouvoir, Loukachenko joue sur la défense du pays, forteresse assiégée, pour justifier un budget démesuré pour l'armée. Des thèmes chers aux grands frères russes, avec qui le président biélorusse signe au fil des ans des traités d'intégration et de coopération économique et militaire. Решим основную цель – строительство этого самого союзного государства, о котором мы так много говорим. Александр Лукашенко, команда президента Республики Беларусь. Le président biélorusse mêle rhétorique populiste et nationaliste. Il se montre sportif et proche des paysans, dans ce pays où les fermes collectives de l'époque soviétique perdurent. Alexandre Loukachenko est aussi soucieux des ouvriers, comme dans ses visites d'usine, où il limoge en direct sur la télévision d'État un chef d'entreprise. То, что я здесь увидел, это просто преступная безответственность. Я не говорю о том, что тут надо было все зачистить, побелить вот в этом дерьме. Нет, ну как же так? Разбитые стекла и люди, женщины работают здесь. Это преступление, и оно наказуемо. Поэтому директора предприятия снять с должности сегодня же и назначить пока не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели с Орши. Его. Это у него шанс. Не сделаешь, посажу. À Minsk, un îlot de résistance survit depuis 20 ans. L'ONG Vesna, le printemps, fondée par Ales Bialiatski en 1996, pendant les premières manifestations contre Loukachenko, pour venir en aide aux détenus et à leurs familles. Vesna soutient tous ceux dont les droits sont bafoués en Biélorussie et joue aussi un rôle d'observateur pendant les élections. Peu à peu, l'organisation est devenue un refuge pour tous ceux qui osent contester les méthodes du pouvoir. Quand as-tu été arrêté? Le 23 mars. Ce sont les agents du KGB qui t'ont arrêté? Oui. Des agents du KGB et 3 hommes des forces spéciales. Ils t'ont menotté? Oui. J'avais les menottes et un sac en plastique sur la tête. Ah oui, le fameux sac noir pour que tu ne vois pas où ils t'emmènent. Je ne voyais plus rien. Ils m'ont fait monter un escalier, aller à gauche et à droite, et après je me souviens plus de rien. Quand j'ai été déclaré prisonnier politique, je me suis dit que ça allait être vraiment sérieux.
J'ai senti l'étau qui se resserrait. On était suspendus aux journaux télévisés. Si Loukachenko parlait avec la Russie, on se disait qu'il resterait en prison pour longtemps. S'il allait en Europe, on se disait que peut-être ça irait. Donc en fait, le temps passé en prison dépendait de la politique étrangère. Dans notre pays, ce qui règne, c'est la présomption de culpabilité. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Si tu te retrouves entre les mains des forces de l'ordre et que tu es activiste politique, tu es forcément coupable. Et tous les médias d'État vont te déclarer coupable. Tu n'as aucune chance. Ales Bialiatski se bat pour protéger la jeunesse contestataire. Comme il lutte toujours contre l'oubli de ce que le régime a fait disparaître, dans ce pays où la machine à broyer de l'État n'a jamais faibli. Ici, à Kourapati, dans la banlieue de Minsk, sinistre lieu d'exécution des purges staliniennes, Ales a été un des premiers dans les années 80 à se battre pour en faire un lieu de mémoire. En 1987, c'est ici qu'a eu lieu la première manifestation. C'est nous les jeunes qui l'avions organisée. 1000 personnes sont venues ici. C'est devenu un lieu symbolique pour tous les gens qui manifestaient contre la dictature, contre le totalitarisme soviétique, ceux qui voulaient un avenir démocratique pour la Biélorussie et le respect des droits de l'homme. C'était encore l'Union soviétique. Entre 60 000 et 100 000 personnes ont été fusillées ici. Les sections locales du KGB y emmenaient ceux qui étaient considérés comme les ennemis du peuple, pour des exécutions massives, sans jugement. Cette machine de répression, le pouvoir actuel veut la cacher, pour que les gens ne sachent pas ce qu'il s'est passé. On fait tout pour que cet endroit devienne un lieu de mémoire, même si le pouvoir n'en veut pas. C'est un lieu essentiel pour transmettre aux jeunes générations notre histoire. Je suis persuadé que nous devons apprendre aux jeunes, que les enseignants doivent emmener leurs élèves ici, pour qu'ils voient à quoi mène le totalitarisme. Cette mémoire que le pouvoir biélorusse tente d'effacer, ces morts et ces crimes du passé qu'il aimerait que l'on oublie, ont des résonances dans la Biélorussie actuelle. En 1999, des opposants au régime ont aussi été engloutis par la répression d'État. On les appelle les disparus de Biélorussie. Un ancien ministre de l'Intérieur, un président de la commission électorale, un homme d'affaires qui finançait l'opposition, et l'ancien caméraman personnel de Loukachenko, qui en savait trop. Je me bats pour la vérité sur la disparition de mon mari depuis plus de 15 ans. Son dernier jour, c'était le matin, très tôt. Il était en retard. Il devait partir à l'aéroport pour chercher le journaliste Pavel Sheremet. Il s'est vite habillé. Ici, on entend tout, alors j'ai entendu comment il courait en descendant l'escalier. J'ai entendu démarrer le moteur de la voiture. C'était l'été. Le balcon était ouvert. Et puis, c'est tout. Je n'aurais jamais pensé que je ne le verrais plus jamais. Les gens qui sont mêlés aux disparitions étaient très haut placés. Il y avait 2 ministres des Affaires intérieures et le chef du Conseil de sécurité du président. Le fait que jusqu'à aujourd'hui, Loukachenko n'ait pas autorisé l'arrestation de ces personnes, ni permis qu'ils soient interrogés, montre que non seulement il n'aide pas l'enquête, mais qu'il cache les faits.
Ce pouvoir est un pouvoir criminel. En disant ça en Biélorussie, je peux être accusée et arrêtée pour calomnie. Donc je dois rester silencieuse, muette, ne rien demander. Que voulez-vous que je pense de ce pouvoir? Que voulez-vous que je pense des gens qui ont volé mon destin, mon amour, mon futur, l'homme qui m'était le plus cher? Ils ne m'ont même pas autorisé à l'enterrer. Ils m'ont empêché de lui rendre un dernier hommage. Я предупреждал, в том числе и в этом зале, публично, революции и уголовщины в Беларуси не будет. En 2010, le régime a failli véritablement vaciller. La Biélorussie connaît un espoir de changement sans précédent pendant les élections présidentielles, où l'opposition démocratique parvient à avoir plusieurs candidats. Mais le résultat très contesté des élections donne finalement plus de 80% à Loukachenko. Les observateurs européens présents sont impuissants. La colère du peuple explose. Nikola Statkevich, candidat d'opposition, devient l'une des figures principales du mouvement de contestation. Le rêve de liberté biélorusse se fracasse contre l'appareil de répression. То, что попытались устроить вчера в Минске, не демократия. Это бандитизм. Вандалы и погромщики потеряли человеческое лицо. Я только хочу сказать одно. Друзья мои, на площадь вы выйдете, на улицу, еще куда-то. Страну вы не получите. Мы вам ее не дадим растерзать, потому что она нам дорого стоила. Dans les mois qui suivent, plus de 700 personnes sont emprisonnées et beaucoup seront condamnées à de lourdes peines de prison. Parmi elles, Ales Bialiatski, mais aussi Nikolai Statkevich et tous les candidats d'opposition aux élections. Bruxelles établit des sanctions économiques et dresse avec Washington une liste noire des personnalités proches du président Loukachenko. Le pouvoir biélorusse devient paria. Un bras de fer s'engage au cœur de l'Europe. We discussed in particular the unacceptable situation in Belarus. President Lukashenko has shown a total disregard for democratic values, the rule of law, and the human rights of his own people. We agreed that we have to apply as much pressure as we can on Belarus to change its practices. And that's going to require close coordination between the United States and all of Europe. Pendant l'hiver 2014, 4 ans après la répression de la révolte biélorusse, à quelques centaines de kilomètres de Minsk, un autre pays s'embrase, l'Ukraine. La révolution se transforme rapidement en guerre civile et fait trembler toute la région. Un tournant pour Alexandre Loukachenko. Эти события происходят у наших границ, у наших родных братьев, у наших людей. Если бы мне сегодня сказали: слушай, Лукашенко, в Украине беда, надо что-то сделать, ты готов и можешь это сделать, я бы постарался.
En février 2015, celui qui depuis 5 ans avait été mis au banc de l'Europe réussit un tour de force. Alors qu'en Ukraine, le conflit s'éternise et atteint un lourd bilan de 10 000 morts, le président biélorusse se positionne en grand pacificateur. Il héberge les négociations entre l'Europe et Vladimir Poutine dans son palais présidentiel pour ce qu'on appellera les accords de Minsk. La dernière dictature d'Europe devient fréquentable et donne des gages pour obtenir la levée des sanctions européennes. Quelques mois plus tard, en septembre 2015, Alexandre Loukachenko libère le dernier prisonnier politique de Biélorussie. Nikolai Statkevitch sort enfin, après avoir passé plus de 5 ans dans les geôles du régime, en cellule d'isolement. La plus longue peine prononcée. Рада, что тебя выпустили, как ты только ведал. Год життя после того, как я вышел, я только про это повсюду говорил. И самое главное, что ну вот с Мариной бачимся, ну что, ее сподівання. Да не, мабуть, не, Марина такая, не, я думать про это не хочу, я Мне и на куле. И после того, как выпустили, блин. Я подумал, что просто мне такой Гаркусевич показать вот это вот, забрать и полить на реакцию. Так было шматаризов. Просто сподівання на то, что ратом я там ломанусь, чи что на этом. Вот, так что не ведаю, наколькі протягнется этот термин, но я зараз счастливый человек. Впервые за долгий час мы вздохнули, больше спокойно. Я, Олесь, мы вот эти годами. Alès et moi, nous nous battons depuis des années pour montrer que ça vaut la peine de sacrifier notre liberté pour des idéaux. Mais aujourd'hui, Loukachenko est en train de recevoir de nouveaux soutiens. Et ce sont les dirigeants occidentaux. Il parle à un homme qui est un dictateur et un criminel. En s'asseyant à la même table que Loukachenko et en parlant affaires, il le cautionne. Il montre que la liberté et les idéaux ne sont qu'une farce. Ça ne veut pas dire qu'Alès et moi allons renoncer. Nous allons continuer le combat pour la liberté. Mais ce sera plus difficile. Fin septembre 2015, à Varsovie, ville refuge des exilés politiques biélorusses, se joue une partie décisive au sommet de l'OSCE. À la veille des élections présidentielles en Biélorussie, l'Europe s'apprête à reconnaître la validité du scrutin, alors qu'aucun candidat de l'opposition n'a pu s'enregistrer. Elle parle même de lever les sanctions contre Minsk, alors que la vérité sur les disparus n'est toujours pas connue. Le représentant du pouvoir est confiant. Tous les opposants au régime sont venus alerter. Svetlana et les familles de disparus tentent un dernier appel à l'aide. À travers vous, j'aimerais adresser un message à vos dirigeants pour qu'il y ait enfin une vraie volonté politique, désintéressée, qui exige de Minsk la création d'une enquête internationale sur les enlèvements politiques. Comment peut-on parler de rapprochement entre la Biélorussie et Bruxelles ? Comment peut-on parler de lever des sanctions contre Loukachenko, vu le contexte actuel ? Je considère qu'il est criminel de parler avec un tel régime, un régime qui porte sur ses épaules autant de traces de sang. Avant de continuer, j'aimerais accueillir un invité très spécial qui vient tout juste d'être relâché de prison. Je suis très heureux que Nikolai Statkevitch soit ici avec nous aujourd'hui. C'est très étrange pour moi de voir l'Europe reconnaître ces élections comme légitimes. C'est jouer un drôle de jeu avec Loukachenko. C'est stupide, car vous n'arriverez jamais à sortir Loukachenko de l'influence de la Russie. Il n'est qu'une marionnette.
Toute l'économie biélorusse dépend de la Russie. Loukachenko cherche à se rapprocher de l'Occident et il m'a libéré seulement parce que l'argent de la Russie ne suffit plus. La Russie ne peut pas lui donner plus. En jouant avec l'Occident, il veut faire peur à la Russie et obtenir plus d'argent de Poutine. Je ne comprendrai jamais ces gens qui voient en ces élections un progrès. Et je considère cette attitude comme une trahison au peuple biélorusse. On va continuer notre lutte pour notre pays. On a compris qu'il n'y a que nous qui puissions le rendre libre. Alors s'il vous plaît, ne nous empêchez pas de le faire. En octobre 2015, sans adversaire réel, Alexandre Loukachenko sera triomphalement réélu avec 89% des voix, dans le silence de la communauté internationale. В постсоветских республиках народ демократии наелся. Сейчас наоборот. Идет процесс и пользуется поддержкой народа процесс сильного государства, которое не должно допустить хаоса и тем более гражданской войны внутри. Le peuple biélorusse, qui vit dans la peur d'un scénario de guerre civile comme en Ukraine, a choisi le statu quo. Bruxelles lèvera les sanctions contre la Biélorussie dans les mois qui suivent. Des accords économiques se profilent. Le maître de Minsk triomphe et se trouve une nouvelle cible. Докладывают, около 500 тысяч наших граждан не задействованы в экономике страны. Но пусть 100 тысяч это домохозяйки, а 400 тысяч чем занимаются? Чем они заняты? За чей счет они живут? Пора прекращать это иждивенчество. Кобяков ответственный, смежуем за внесение предложений на эту тему. Au début de l'année 2017, le gouvernement biélorusse fait voter le décret numéro 3. Il impose aux parasites, c'est-à-dire les chômeurs, les étudiants, les retraités, de verser à l'État l'équivalent d'un mois de salaire par an. Dans un pays touché de plein fouet par la crise économique, que l'aide russe ne parvient plus à compenser, c'est la mesure de trop. Des dizaines de milliers de personnes protestent dans toutes les grandes villes du pays. Un printemps biélorusse qui prend tout le monde de surprise. La révolte sociale se transforme rapidement en mouvement contre le régime. Le pouvoir prend peur. Beaucoup de nouveaux contestataires sont ceux qui ont toujours voté Loukachenko. La répression est immédiate et brutale contre les révoltés du printemps. Des centaines de personnes sont arrêtées. À 300 km de Minsk, dans la ville de Gomel, le mouvement de protestation n'a pas cessé. Maxime Filipovitch, un ancien ouvrier, est devenu une figure incontournable des révoltés du printemps. Il a créé son blog et sa propre chaîne YouTube, qui est suivie par 300 000 followers. Depuis que j'ai arrêté de me taire, que je me suis mis à raconter ce qui se passe dans ma vie et dans la vie des autres, depuis que j'ai commencé à dire et à montrer la vérité, les problèmes pour moi ont commencé. Les problèmes au travail d'abord. J'étais un simple ouvrier à l'usine et je travaillais comme chauffeur. J'ai essayé de faire respecter mes droits.
On travaillait très tard, mais sur le tableau, ils inscrivaient des horaires qui n'avaient rien à voir. Ils trichaient. Au final, j'ai été licencié. Ils n'ont pas prolongé mon contrat. Alors, j'ai commencé à suivre ces rassemblements pacifiques, à filmer les manifestations, les gens, ce qu'ils racontaient. Спасибо за канал, смотрю каждый вечер. Вам спасибо за поддержку. Максим, так держать его, молодец. Спасибо. Молодец. Спасибо. Au fil des mois, Maxime devient un véritable contre-pouvoir. Спасибо за поддержку. Будьте вместе, держитесь вместе, всегда вместе, только вместе. Ковель, спасибо за поддержку. Отлично, привет. Беларусь. Вам спасибо, молодцы. Вместе будьте всегда. Я хочу большую благодарность вам. Я смотрю постоянно YouTube. Ваши комментарии. Вам спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Работы нет, таким как я в возрасте уже некуда пойти. Нигде не берут, потому что молодые. И то молодые с претензиями. Жизни вообще никакой нету. Ладно, на пенсия, все. А посмотрите, наши вон живут. А у них и костюмы, и это. Что девочки? Куртка. Сограждане, здравствуйте, я Александр. Люди в гневе, просто в гневе. Кстати, такого гнева я не видел ни на одной акции. Приветствую. Приветствую. Нормально. Вот они перекрыли, блин, они... Пойдемте с нами, пожалуйста. По поводу. Народ! Народ! Руки! Руки! Удостоверение! Народ! Во-первых, меня сажать начали. Ils ont commencé par me mettre en prison, en cellule d'isolement, 4 fois de suite, 32 jours et 32 nuits. Все хотят увидеть Максима. Маш, Сельмаша, привет! Пацанам там привет передавай. Молодец, Максим. Держись. Давай, мы с тобой, серьезно. Живи Беларусь! Живи! Живи! Вам правду сказать? Поднимайтесь с жопы с дивана. Идемте спасать наших детей. На моем сыне и на тех детях, которых избивали в Минске, это не закончится. Гордитесь, посмотрите, какое около нас, нашего поколения, Зашуриного, Затруханного, Зачуханного, какие выросли дети. Грамотные, умные, честные, чистые, солнечные дети. Так а что треба робити? Что вы пропонуете? Вот тем, кто сидит на диване. Встать и выйти, хотя бы для начала, в те числа, которые озвучены. Выйти и сказать свое «нет». И мне стыдно, что я столько лет молчала. À la veille de son dernier procès, Maxime reçoit un soutien symbolique, comme un passage de relais. C'est à Gomel qu'Ales Bialetsky a mené ses premières actions de contestation contre le régime soviétique quand il était étudiant. Le pire pour Maxime, c'est qu'il n'arrive jamais vraiment à sortir de prison. Quand il lui reste 2 jours de peine, on l'amène dans un tribunal fermé, sans témoin, et on lui ajoute 7 ou 8 jours. Puis il les purge, il lui reste 1 ou 2 jours et on lui en rajoute à nouveau. On est 50 à l'attendre devant le tribunal. On crie Maxime et le policier nous apprend qu'il est de nouveau condamné à 7 jours. En fait, vous battez tous les records. Ils n'ont peur que d'une seule chose, c'est la vérité. On n'a presque pas de presse indépendante. Il n'y a que des médias d'État où il y a beaucoup de mensonges. Ils ont peur de la vérité, juste de la vérité. Si chacun se met à raconter ce qu'il se passe, comment les bureaucrates et les fonctionnaires les traitent, si tout le monde commence à parler, vous n'imaginez même pas ce qui va se passer dans ce pays. Mon but, c'est que la vérité sorte de partout, que les gens cessent d'avoir peur et parlent. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 6 mois. Je suis très heureux que la vérité commence enfin à sortir. À Minsk,
Tout l'appareil policier du régime est mobilisé pour ficher ceux qui s'expriment encore. Les services secrets y sont souvent aussi nombreux que les manifestants. И использовать специальные средства. Скажите, а стрелять будете? Еще раз убедительно просим вас разойтись. Извините, сегодня государственный праздник. Это как? Merci de ne pas avoir peur et de ne pas vous laisser effrayer par ce régime qui a arrêté la veille de notre rendez-vous Nikolaï Statkevitch. Ce n'était même pas une arrestation, mais un kidnapping. Un véritable kidnapping. Pendant toute une journée, sa famille, ses amis ne savaient pas où il était, s'il était vivant ou pas. Ça, c'est la pratique courante du régime. Kidnapper des gens, tourmenter leur famille. Cette pratique, le régime l'utilise depuis des années. Marina, la femme de Nikolaï Statkevitch, est avec nous aujourd'hui. Le pouvoir met en prison les meilleurs de ce pays. Et il espère quoi? Que les gens auront peur et ne sortiront plus? Qu'ils ne demanderont plus le respect de leurs droits? Je rappelle encore une fois que le peuple n'est pas au service du régime, mais c'est le régime qui doit servir le peuple. Forçons-les à nous écouter. Ce jour-là, le petit cortège de 200 manifestants osera défier les forces de l'ordre en s'emparant de l'allée centrale de Minsk. Les leaders seront tous arrêtés dans les jours qui suivent. Comme si de rien n'était, comme si la fureur des provinces et le cri de désespoir de ceux que l'État a nommés parasites n'existaient pas, la vie continue au pays des soviets. Действительно, очень вас люблю и очень горжусь нашей Беларуси. Здравствуй, я скажу, желанная, знаю, ты давно ждала меня. Льняная, полотняная, оленья, журавлиная, родная белорусская земля. Там за зорями, за туманами, в тишине лесовых полей, сокровенное, несказанное, бьется сердце земли моей. Если что и есть в мире вечное, неподвластное веку дней, ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. С праздником, друзья! Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева! Face à la répression du printemps, l'Europe réagit à peine. Geste dérisoire, le Parlement européen organise une journée consacrée à la Biélorussie. Ales Bialiatski et d'autres opposants ne renoncent pas à se faire enfin entendre. Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature d'origine biélorusse, s'exprime pour la première fois à leur côté. Pourquoi le communisme que nous pensions avoir enterré avec tant de joie dans les années 1990 est-il toujours vivant? Et plus que cela, avec tous ces retournements de l'histoire, il est même célébré.
Pourquoi à Moscou, la statue de Félix Dzerzhinsky, le fondateur du KGB, qui était à terre, pourquoi cette statue est de nouveau debout et prête à marcher? Marcher où? Dans quelle direction? Où devons-nous aller? Qu'est-ce qui nous attend? Pourquoi a-t-on posé une plaque en mémoire de Staline, là où celui-ci avait son bureau? Et pourquoi des dizaines de musées Staline ouvrent partout? Pourquoi notre histoire se répète-t-elle de manière aussi folle? Le printemps a bien montré que tout peut changer rapidement. La situation très instable persiste. Mais malgré tout cela, nous, avec nos collègues, nos partenaires, nous sommes à la recherche de possibilités de continuer notre travail. Et nous adressons notre demande au Parlement européen de continuer le soutien moral aux forces démocratiques de la société bélarusse, parce que ce sont elles qui sont les partenaires stables de l'Union européenne. La plupart des Bélarusses veulent vivre en Europe. Ils se voient comme faisant partie de la société européenne. Et ce sont eux, vos partenaires à long terme. En attendant que l'Europe réagisse, la Biélorussie se prépare à célébrer un nouveau rapprochement avec Moscou. Le 3 juillet, pour la fête nationale, dans le grand parc d'attractions dédié à Staline, on rejoue en famille la résistance à l'envahisseur. À Minsk, les deux armées s'affichent côte à côte, comme un avant-goût des grandes manœuvres de septembre 2017, où 100 000 soldats russes se sont invités sur le sol biélorusse. Pour l'occasion, Vladimir Poutine leur a donné le nom de Zapad, l'Occident. Bruit de bottes aux frontières, ravivant un climat de guerre froide, ultime défi de Moscou et éternel retour du grand jeu entre Est et Ouest. Cet automne, il y aura des exercices militaires. Sur notre terre se retrouveront des milliers de militaires étrangers, venant d'un pays qui mène des guerres tout autour. Le scénario de ces exercices est très agressif. Nous risquons de nous retrouver non pas sous l'occupation interne, mais pire, sous occupation externe. C'est de la responsabilité des fils et des filles de Bélarus de sauvegarder notre pays, de le libérer et de le sauvegarder. Vive la Biélorussie! Notre but, c'est de vivre dans un pays normal. Moi, je veux juste un pays normal et une vie digne pour les gens. Ne pas avoir honte. Ne pas avoir le sentiment de s'être trompé, ni d'avoir trahi. Se dire qu'on a parlé quand il fallait parler, qu'on a agi quand on pouvait agir. Presque toute ma vie, j'ai voulu des changements pour mon pays. Et je n'abandonne pas l'espoir que ces efforts portent un jour leurs fruits. Et je vois même que c'est déjà le cas dans une certaine mesure. Ces changements ne sont peut-être pas très visibles. La Biélorussie est couverte d'une chape de plomb, mais sous cette chape, des processus sont à l'œuvre. Notre travail est l'un des éléments qui contribuent à ce que la société arrive à maturité. C'est fondamental. Symbole de ces frémissements, l'OSCE a tenu pour la première fois son congrès annuel à Minsk. ONG et membres de l'opposition se sont retrouvés à la même table que les responsables du pouvoir biélorusse, dans une conférence sur les droits de l'homme.
Une réunion jusque-là impensable. Pari de l'Occident de dialoguer avec le dernier dictateur d'Europe. Double jeu de Loukachenko, qui courtise à la fois Moscou et Bruxelles. Mais aussi un réel espoir pour ceux qui résistent, en souhaitant que le piège de la réelle politique ne se referme pas sur eux. Like a